grande complémentarité entre nos ouvrages, en ce sens que différentes contributions que vous avez réunies complètent des choses que pour ma part, j'ai laissé de côté, je veux dire que délibérément, parce qu'on ne peut pas tout faire. En particulier deux points abordés dans votre ouvrage qui complètent ce que j'ai fait de mon côté. C'est d'un côté, vous avez, pas exclusivement, mais vous avez très largement penché sur ce que j'appellerais le niveau microéconomique, micro-sociologique, micro-politique, dans l'entreprise, mais aussi en dehors. Alors que moi, évidemment, j'ai essentiellement scruté la dimension macroéconomique, macro-sociologique, macro-politique, etc. Les deux se rejoignent par moments, quand même, hein, et en particulier, j'ai été intéressé par l'article d'Alicia Dorothy Mornington, qu'elle consacre au droit du travail aux États-Unis, mais justement, nous sommes en train de subir, de ce point de vue, une espèce d'américanisation en Europe, et où elle montre comment la fiction, parce que c'est une véritable fiction, la fiction de l'individu purement rationnel et parfaitement responsable de ses actes, conduit littéralement à masquer combien le rapport salarial est un rapport déséquilibré, par conséquent à le déséquilibrer encore davantage, et en définitive à faire endosser par l'individu toutes les contraintes qu'il subit en tant que salarié. Et en lisant cet article, je venais de voir au cinéma un film que vous avez vu les uns les autres, qui s'appelle Corporate, qui se penche sur une situation de suicide d'un salarié sur son lieu de travail et qui déconstruit à partir de là tout le travail d'un DRH en question, qui littéralement, dont le travail littéralement, elle le dit, consiste à faire endosser par le salarié comme une contrainte qu'il aurait choisie, en fait, les contraintes qui sont imposées par l'entreprise. Et tout ça, effectivement, sous la figure de l'individu rationnel et responsable. Et la deuxième complémentarité forte que je trouve dans votre ouvrage par rapport au mien, c'est que comme vous avez fait le choix parfaitement légitime de vous intéresser à la fiction littéraire, le roman, le théâtre, le cinéma, malheureusement, on n'a pas traité de tout, ça vous amène à analyser, à explorer, en tout cas, ce que j'appellerais la dimension imaginaire de l'anthropologie néolibérale. Parce qu'on parle de discours néolibéral, mais ce discours est un discours qui se veut performatif. C'est-à-dire qu'il veut littéralement non seulement produire une manière de parler, mais il veut produire, à travers cette manière de parler, une manière que les gens ont de se rapporter à eux-mêmes, aux autres et au monde, c'est-à-dire, en définitive, de produire un homme nouveau. C'est un véritable projet de faire naître une nouvelle figure, pourrait-on dire, de l'humain. J'en dirai ensuite un mot. Et évidemment, celle-ci a une dimension imaginaire. Alors ça amène la plupart des contributions à retrouver des choses qui étaient déjà connues, par exemple le culte de la réussite individuelle, le culte de l'argent roi, le culte du self-made-man. Mais vous avez aussi, dans un certain nombre de contributions, des contributions qui se penchent sur des thématiques beaucoup moins jusqu'à présent explorées, c'est la manière dont, par exemple, cette novlangue néolibérale ou cette anthropologie attenante se couple avec, si l'on peut dire, avec le déchaînement de la libido, avec la sexualité débridée, avec le délire narcissique le plus pur, ou même avec des thèmes qui rejoignent ce que j'ai moi-même exploré, c'est-à-dire l'économie comme fiction, l'économie comme monde abstrait, c'est-à-dire non pas comme monde en dehors du monde, mais comme monde littéralement qui essaie de réduire le monde à sa propre abstraction. Derrière cela, je crois qu'il y a quelque chose que par ma part, il y a un article qui est consacré, mais je n'ai pas tiré de loin pas toutes les conséquences, et si on les tirait, on retrouverait un certain nombre de contributions que vous avez réunies, c'est-à-dire la figure de l'individualité qu'il y a dans la pensée néolibérale, ce que j'appelle pour ma part l'individualité assujettie, c'est-à-dire l'individualité que l'on assigne au statut de sujet, c'est-à-dire justement d'individu
qui est censé être responsable à tout moment de ses actes et qui doit en répondre à tout moment comme d'un sujet rationnel. Et derrière cela, il y a évidemment l'idée d'un individu qui doit être entrepreneurial, non pas nécessairement au sens où il doit se faire chef d'entreprise, mais où, plus fondamentalement, il doit se rapporter à lui-même comme un chef d'entreprise à son salarié, c'est-à-dire à se faire de lui-même, d'ailleurs le terme du capital humain est là, c'est-à-dire convaincre chacun qu'il a à sa disposition dans son individualité un capital dont il doit avoir pas d'autre objectif que de le valoriser sur le marché. Et là on retrouve des contributions comme celle de Catherine Viaveau sur l'autobiographie des chefs d'entreprise, celle d'Ève Lamandou sur le discours publicitaire, et puis celle que j'ai bien aimée de Manuel Trivi sur la manière dont les gens se vendent lorsqu'il s'agit, par exemple, de constituer quelque chose d'aussi, semble-t-il, anodin qu'un dossier de validation des acquis. On voit comment ce discours arrive par sa vertu performative à faire que les gens se contentent d'une certaine manière de plus en plus, effectivement, par exemple, à se vendre, au sens d'être convaincu qu'il faut, non pas se vendre au sens réel du terme, au sens métaphorique du terme, c'était se considérer comme quelque chose qui est valorisable sur un marché. Alors que, quelle complémentarité trouvez-vous de votre côté? C'est un petit peu difficile de prendre la parole après ça, parce que finalement, j'étais arrivée à la même conclusion qu'Alain, à savoir que lui, il travaillait dans le domaine macroéconomique, et que finalement, ce qui était présent dans le livre que nous présentons, c'est plutôt des exemples particuliers. Et donc, on peut très bien lire chez lui tout un article très intéressant qui s'appelle « Individualité », où on voit, c'est un peu le maître mot, l'individu doit être, selon cette topique néolibérale, il est libre, il est responsable, il est autonome, et il doit être, il va, comment dire, contracter, enfin, il va faire des contrats avec autrui. Il y a l'idée que la société civile doit être fondée sur des contrats entre les individus. Et l'article dont vous parliez d'Alicia Mornington, cette jeune politiste très intéressante, où elle raconte en fait une histoire tout à fait terrible qui s'est passée aux États-Unis d'une certaine Janet Jones qui va travailler en Irak en 2005 dans la firme Halliburton, et en fait elle va signer un contrat avec Halliburton. Mais ce que montre bien Alicia Mornington, c'est qu'elle ne l'a pas signé en connaissance de cause. Déjà parce qu'il y a ces relations tout à fait asymétriques. Elle a besoin d'un travail, mais Halliburton, il a une armée industrielle de réserve, il y a une surpopulation, il y a des milliers de chômeurs, elle n'a pas spécialement besoin de Janet Jones. Donc elle part en Irak, après avoir signé ce contrat, et il lui arrive une histoire terrible de harcèlement sexuel, elle se fait violer. Donc elle veut en fait porter plainte contre ces violeurs, et elle se rend compte à ce moment-là qu'elle a signé une clause dans ce contrat disant qu'elle renonçait à passer devant une juridiction publique, qu'elle acceptait, si elle avait des préjudices personnels, de soumettre ces préjudices à un arbitrage privé. Voilà. Et du coup, elle a eu beaucoup de mal pour faire reconnaître, disons, qu'elle avait vraiment été victime, ça a été des longs procès, mais ça montre bien qu'elle n'était pas en position d'être un individu libre, autonome, éclairé, et que l'idée même de l'individualité est totalement une fiction. Voilà, alors je pense que nos deux livres se complètent parce que il y a vraiment l'idée d'un système chez vous. C'est un livre écrit par un seul auteur qui a l'ambition de présenter l'envers du décor, de dévoiler un système. Il y a aussi cette armature théorique très forte qui est la théorie de Karl Marx, alors que comme nous étions 19 auteurs, forcément nous arrivons tous avec nos références théoriques, disons, diverses et variées. Ce que je voudrais souligner, c'est que dans votre livre, vos entrées de dictionnaire ne renvoient pas forcément à des mots de notre langue. Par exemple, le mot état. Le mot état, c'est un mot ancien, mais ce que vous montrez très bien dans l'article état,
c'est qu'aujourd'hui, il y a une vulgate qui consiste à dire il y a trop d'État, l'État on n'en veut plus, il faut laisser les marchés s'autoréguler, il faut faire confiance à la main invisible du marché, hein, selon la formule d'Adam Smith. D'ailleurs, c'est très bien que vous donniez le texte d'Adam Smith, parce qu'on entend souvent parler de cette main invisible, mais on n'a pas le texte, et là on le trouve chez vous. Et ce que vous montrez en fait dans cet article, c'est que les néolibéraux, ils ont absolument besoin de l'État et que le capitalisme a besoin d'un État qui rende la justice, qui batte la monnaie, qui s'occupe de l'aménagement du territoire, qui participe aussi à la reproduction de la force du travail, parce que les gens sont formés, vont à l'école, etc. Donc ceux qui critiquent l'État en fait, en ont besoin en fait, pour se développer. Alors, cette langue que vous mettez en évidence, c'est vraiment une langue qui masque et qui occulte des faits. Et l'intérêt de votre livre, c'est justement d'inverser les choses et de montrer en quelque sorte l'envers du décor. Et vous avez cité la question de la dette publique. Et pour moi, cet article dans votre livre a été tout à fait éclairant de dire que finalement, oui, on parle tout le temps du poids de la dette publique, mais finalement, il y a aussi du crédit public, et jamais personne n'en parle. Hein. Et qui dit crédit, dit créancier. Les créanciers, vous expliquez très bien, c'est des assureurs, c'est les banques, c'est des ménages fortunés, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent en prêter à l'État. Donc s'ils ont tellement d'argent, ils pourraient très bien être assujettis à l'impôt. Et ça, j'ai trouvé que la démonstration était d'une limpidité extraordinaire. De la même façon, vous avez un article sur les charges sociales. Donc charges sociales, déjà le mot charge, ça suppose que c'est très lourd, il faut porter. Et votre analyse est tout à fait éclairante. Vous dites, mais on parle de charge sociale, mais on devrait plutôt parler de salaire indirect ou de salaire social. Puisqu'une fois que le travailleur ne peut plus travailler parce qu'il est malade, qu'il est à la retraite, etc., c'est grâce à ces charges sociales qu'il est rémunéré et que finalement, il peut quand même toucher une partie de son salaire. Donc voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre, c'est la manière dont il retourne les choses et qui remet en fait les concepts sur pied. Donc c'est effectivement tout à fait complémentaire. Et donc je vous suggère à tous d'acheter nos deux livres. Vous lisez la théorie à la Bible et ensuite vous allez lire les exemples dans le livre que j'ai dirigé avec Catherine Villers.